Allez, on se penche aujourd'hui sur l'axe 1, histoire et mémoire des conflits. La question de fond, c'est comment se fait-il qu'un même événement, un même conflit, puisse être raconté de manière aussi radicalement différente? On va explorer ensemble ce fossé qu'il y a entre le travail de l'historien, qui lui cherche à établir des faits, et les mémoires qui sont personnelles, multiples et souvent chargées de douleur. Pour commencer, cette citation de l'historien Pierre Nora est juste parfaite. Elle résume tout. L'histoire, son but, c'est de créer un récit commun, de nous rassembler autour d'une compréhension partagée du passé. Mais la mémoire, elle, c'est tout le contraire. C'est l'expérience intime, l'héritage familial, la douleur d'une communauté. Et ça, par définition, ça peut diviser, ça peut même opposer violemment les gens. Gardez bien cette idée en tête, c'est vraiment le cœur de notre sujet. Pour que ce soit bien concret, on va étudier 2 cas d'école. D'abord, on va s'intéresser à la Première Guerre mondiale, pour voir comment on est passé d'une logique de culpabilité à une réconciliation. Et ensuite, on abordera la guerre d'Algérie, un exemple parfait de mémoire qui, aujourd'hui encore, semble impossible à réconcilier. Allez, on commence donc avec la Grande Guerre. À la fin du conflit, il y a une seule question qui obsède toute l'Europe. Une question simple, brutale, c'est la faute à qui? Et cette question est tout sauf théorique, elle va avoir des conséquences politiques et financières absolument énormes. Dès le départ, chaque camp fabrique son propre récit. Regardez bien. À gauche, la propagande française de 1917. L'Allemagne, c'est une pieuvre, un monstre belliqueux. À droite, le regard allemand après la défaite en 1919, les dirigeants alliés sont des bourreaux. On a là 2 univers, 2 mémoires qui s'affrontent et qui sont, à ce moment-là, totalement incompatibles. Et à la fin de la guerre, c'est bien sûr la vision des vainqueurs qui s'impose et qui devient la vérité officielle. Elle est gravée dans le marbre du traité de Versailles, dans ce fameux article 231. C'est un jugement sans appel, l'Allemagne et ses alliés sont déclarés seuls responsables du conflit. Point. La presse française, évidemment, exulte. Cette une du petit journal est très parlante. On y voit la France, Marianne triomphante, qui dicte ses conditions à une Allemagne à genoux. C'est vécu comme la revanche de la défaite de 1871. Le récit des vainqueurs est absolu, sans aucune nuance. Mais de l'autre côté du Rhin, l'ambiance n'est pas la même du tout. Le mot qui est sur toutes les lèvres, c'est diktat. Une paix dictée, imposée par la force. C'est une humiliation nationale. Cette perception va nourrir une mémoire de victime qui, on le sait, aura des conséquences tragiques pour la suite. C'est là que le travail de l'historien devient essentiel. Parce que l'histoire, elle, n'est pas figée. Au fil du temps, le débat va s'affiner. D'abord, on a Renouvin qui confirme plutôt la thèse française, puis Isaac qui commence à nuancer. Le grand choc, ça vient en 1961 d'un historien allemand, Fried Fischer, qui démontre la part de responsabilité écrasante de l'Allemagne impériale. Et plus récemment, Christopher Clark parle, lui, d'une responsabilité collective, d'une tragédie européenne. On est passé de la question « qui est coupable » à « comment en est-on arrivé là tous ensemble ?» Ce long travail des historiens a permis de changer les mentalités et d'ouvrir la voie à la politique. On entre alors dans le temps de la réconciliation. Et le premier geste fondateur, le voilà, la poignée de main entre De Gaulle et Adenauer à Reims en 1962. C'est l'acte de naissance du couple franco-allemand. Et puis il y a cette image, sans doute la plus puissante. Mitterrand et Kohl, main dans la main, en 1984, à Verdun. Il faut bien mesurer le symbole. Verdun, l'enfer, la boucherie absolue entre Français et Allemands, devient le lieu d'une mémoire partagée, le symbole de la paix. C'est un geste d'une force inouïe. Et cette histoire continue de s'écrire, comme ici en 2018. Emmanuel Macron et Angela Merkel, ensemble, dans le wagon de l'armistice à Rentonde. On est passé d'une mémoire de vainqueurs contre vaincus à une mémoire commune, européenne, qui ne cherche plus un coupable, mais qui célèbre la paix. Cette image de paix et de réconciliation, eh bien, elle contraste de manière spectaculaire avec notre deuxième cas. On change complètement de registre, on va voir ce qui se passe quand un conflit est plus récent, quand les plaies sont encore ouvertes. Bienvenue dans le champ de bataille mémoriel de la guerre d'Algérie. Ici, il n'y a pas de mémoire apaisée. L'historien Guy Pervillet utilise une expression très forte. Il parle de « mémoire éclatée ». C'est comme un miroir qui se serait brisé en 1000 morceaux. Chaque éclat reflète une vérité, une douleur, une expérience, mais impossible de recoller les morceaux pour avoir une image unique. En France, il n'y a pas la mémoire de la guerre d'Algérie, il y a des mémoires qui s'affrontent. Et ces mémoires, qui sont-elles? Il y a celle des pieds noirs, ces Français d'Algérie, pour qui c'est l'histoire d'un déracinement, de l'exil, d'une trahison. Il y a la mémoire tragique des harkis, ces Algériens qui ont combattu pour la France, abandonnés à leur sort, trahis des 2 côtés. Il y a celle des appelés du contingent, ces jeunes Français revenus traumatisés d'une guerre sans nom.
Et bien sûr, il y a la mémoire des immigrés algériens et de leurs descendants, pour qui cette guerre est avant tout la grande guerre de libération nationale. Face à cette complexité, l'État français a longtemps pratiqué une sorte d'amnésie volontaire. Mais les souvenirs refont surface, notamment autour d'événements longtemps occultés, comme le massacre du 17 octobre 1961 à Paris. Une répression policière d'une violence extrême contre des manifestants algériens. Ce graffiti glaçant, ici on noie les Algériens, c'est le symbole d'un trou noir de l'histoire de France. Et la reconnaissance officielle de ce massacre a été un processus incroyablement lent. Il a fallu attendre 40 ans, en 2001, pour une simple plaque, 2012 pour que François Hollande parle de sanglante répression, et encore 2021 pour qu'Emmanuel Macron qualifie ces faits de crimes inexcusables. On voit bien que chaque mot est pesé, que chaque pas est difficile. Cette guerre des mémoires, on la voit aussi dans l'espace public, dans les monuments. Regardez le contraste. À Paris, le Mémorial national essaye, non sans polémique, d'inclure les différentes mémoires françaises. À Alger, c'est tout le contraire. Le mémorial du martyr est gigantesque et il impose une mémoire unique, celle, héroïque, des martyrs de la Révolution. Et de l'autre côté de la Méditerranée, la perspective est totalement inversée. Un événement comme le 17 octobre 1961, longtemps caché en France, est un élément central du récit national algérien. Ce timbre, émis en 2011, le prouve bien, il fait partie intégrante de la mémoire de la souffrance et de la résistance du peuple algérien. Mais attention, il ne faut pas idéaliser cette mémoire algérienne. L'historien Mohamed Arbi, qui a lui-même été un acteur de l'indépendance, est très critique. Pour lui, l'histoire officielle en Algérie est un dogme, un récit simplifié qui sert à légitimer le pouvoir en place en gommant toutes les divisions et toutes les luttes internes qui ont existé au sein du mouvement indépendantiste. En résumé, le contraste est saisissant. D'un côté, la Première Guerre mondiale, un conflit ancien où le temps long, le travail des historiens et une claire volonté politique ont permis d'aboutir à une mémoire partagée et apaisée. De l'autre, la guerre d'Algérie, un conflit récent, des mémoires à vif qui s'affrontent encore et une instrumentalisation politique constante qui empêche pour l'instant la construction d'un récit commun. Ces deux exemples montrent parfaitement ce duel permanent entre l'histoire et les mémoires et le rôle essentiel de l'historien pour aider la société à regarder son passé en face.